Nous sommes en 1929 et je viens d'observer qu'une de mes cultures de staphylocoque est en partie décimée. Mes bactéries ont été contaminées par la moisissure Penicillium notatum. De plus, les bactéries ne se développent plus ou la moisissure prolifère. Je viens de découvrir la substance active du premier antibiotique. Commençons par rappeler ce qu'est une bactérie. Ce sont des micro-organismes unicellulaires qui n'ont pas de noyau. Elles sont constituées d'un cytoplasme contenant un seul chromosome, de petits fragments d'ADN circulaires appelés plasmides et des ribosomes permettant la synthèse de protéines. Le cytoplasme est séparé de l'extérieur par une membrane cytoplasmique qui est elle-même entourée d'une paroi cellulaire. Les antibiotiques sont classés en familles selon leur mode d'action ou leur structure moléculaire. Ils agissent à l'échelon moléculaire au niveau d'une ou de plusieurs étapes métaboliques indispensables à la vie de la bactérie. Inhibition de la synthèse de la paroi, de la membrane plasmique, de la synthèse de protéines, de la synthèse d'ADN et enfin par inhibition compétitive. Ainsi, tous les antibiotiques n'agissent pas sur les mêmes bactéries. Un antibiogramme va nous permettre de mettre en évidence cette spécificité. L'antibiogramme est un examen de laboratoire qui vise à déterminer la sensibilité d'une bactérie à différents antibiotiques. En mettant en contact des bactéries avec plusieurs antibiotiques, l'antibiogramme permet d'observer quels sont les produits qui inhibent la croissance bactérienne et qui seront efficaces pour traiter l'infection. Nous avons observé la résistance de deux souches bactériennes, Escherichia coli et Staphylococcus epidermis, au contact des 4 antibiotiques sélectionnés. 2 jours plus tard, nous avons mesuré le diamètre d'inhibition autour de chaque antibiotique. Nous avons ainsi pu observer que les antibiotiques présentant les plus gros diamètres d'inhibition en présence de la souche Escherichia coli, donc les plus efficaces, sont la gentaminicine, l'acide nalixidique et l'acide pipémidique. Actuellement, nous sommes face à un constat préoccupant. 700 000 personnes meurent par an d'infections dues à des bactéries résistantes, dont 25 000 en Europe d'après l'OMS. L'efficacité remarquable des antibiotiques a motivé leur utilisation massive et répétée en santé humaine et animale. Cela a créé une pression de sélection sur les populations bactériennes, entraînant l'apparition de souches résistantes. En effet, lorsqu'on emploie un antibiotique, les seules bactéries qui résistent et se reproduisent sont celles dotées de systèmes de défense contre cette molécule. Cette résistance résulte soit de mutations chromosomiques, soit de l'intégration de petits brins d'ADN circulaires qui se transmettent de bactérie à bactérie, les plasmides. Les modifications génétiques font appel à plusieurs mécanismes. La production d'une enzyme modifiant ou détruisant l'antibiotique, l'imperméabilisation de la membrane de la bactérie, et enfin la modification de la cible de l'antibiotique. Lors de la transgénèse, nous avons conféré à Escherichia coli une résistance à l'ampicilline, par l'intermédiaire d'un plasmide contenant ce gène de résistance. Ce gène de résistance a été incorporé dans le génome grâce à des chocs thermiques et grâce au chlorure de calcium qui fragilise la membrane de la bactérie. Nous avons préparé 2 milieux, LA et LB. Le milieu LA a été réparti dans une boîte de pétri avec 1 ml d'ampicilline et dans une autre sans ampicilline. Le milieu LB contient des souches d'Escherichia coli ayant intégré la résistance. Il a été réparti dans une boîte de pétri avec 1 ml d'ampicilline et dans une autre sans ampicilline. Nous avons observé des résultats 48 heures après. La transgénèse met en évidence la capacité des bactéries à modifier leur génome en transférant leurs gènes entre bactéries pour s'adapter au milieu de vie. Dans la nature, cela se fait sans intervention de l'homme. La découverte du premier antibiotique fut révolutionnaire. Néanmoins, une résistance à la pénicilline se développe chez certaines bactéries à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un siècle plus tard, dans un monde où la science semble pouvoir apporter des solutions à tous nos problèmes, sommes-nous capables de faire face à cette nouvelle crise ? De nombreux laboratoires font des recherches afin d'utiliser la nanotechnologie comme vecteur pour administrer un principe actif spécifiquement au niveau de la cellule malade. L'équipe du MIT explore la piste des peptides antimicrobiens, des protéines défensives naturelles qui peuvent tuer de nombreux types de bactéries en attaquant leurs membranes ou leurs protéines. Ces chercheurs travaillent plus précisément sur la possibilité de délivrer ces peptides de manière ciblée en utilisant des nanoparticules. Les bio-ingénieurs de la Rice University au Texas ont conçu des moteurs moléculaires capables de percer leur enveloppe cellulaire, permettant ainsi aux antibiotiques de retrouver leur efficacité face à ces bactéries résistantes. Des applications immédiates dans le traitement des infections cutanées, des plaies, des cathéters et des implants montrent qu'une optimisation de l'équilibre machine moléculaire et antibiotique, il est possible d'éliminer 94% du pathogène. Toutes ces nouvelles technologies semblent révolutionnaires pour la santé, et notamment dans la lutte contre les bactéries résistantes et les antibiotiques qui deviennent obsolètes. Mais il peut être intéressant de se questionner sur l'utilisation de telles innovations d'un point de vue éthique.